prochain commentaire, il vient d'Olivier Legros via Facebook. Les espoirs qui ont manqué la cote, ça serait le fun d'avoir un style de top 5 cartes cachées. Shadow Forger a posé sensiblement la même question aussi. Puis ça, c'est le fun parce que, à la base, tu l'as fait l'année dernière, on le fait sous forme de capsule, et c'est ce qu'on avait encore en tête cette année. On va prendre le temps, on publie une vidéo vraiment, les capsules et cartes cachées, parce que c'est un peu la continuité du top 64. Voici les 64 meilleurs espoirs, mais voici quelques espoirs qui ont peut-être un petit peu moins de lumière sur eux, mais pourraient quand même avoir une carrière intéressante. Ben, cette année, plutôt que de le faire en capsule, Marty, je te laisse le plancher, puis on t'écoute 5 joueurs, 5 cartes cachées en vue du repêchage 2025. Ouais, bien, avant de commencer, simplement dire que quand je fais des cartes cachées, c'est que c'est des cartes cachées. Donc, je vais donner un exemple, Cooper Simpson et Alexander Zarovski, que j'ai parlé tout à l'heure, qui sont à peu près dans mes mentions honorables, qui sont mieux classés que certaines cartes cachées, mais c'est pas des cartes cachées, tout le monde en parle. Donc, je me dis, si je vais pas apprendre quelque chose à quelqu'un d'avoir Alexander Zarovski, mais qu'en même temps, je l'ai 71e, et qu'il y a plein de gens qui l'ont au top 20, c'est pas une carte cachée. C'est plus des joueurs dont on entend pas beaucoup parler. Donc, c'est vraiment ça, là, les 5 que je vais vous nommer. Le premier joueur que je vais vous nommer, c'est un joueur qui a 19 ans, donc sa 3e année d'admissibilité, Yegor Borikov. Je l'ai 66e dans ma liste, a raté le coup près de peu. C'est un gars qui joue dans la KHL en ce moment, avec le Dynamo de Minsk. Il a été bon toute la saison, il a eu un rôle important, mais en série, il a marqué 7 buts, obtenu 8 points en 11 matchs. On s'entend 19 ans dans la KHL d'être capable d'obtenir des statistiques comme ça. Il y a des joueurs qui ont été des choix de premier tour, parfois avec des statistiques comme ça. Je pense à Yegor Shinakov en 2020 par les Blue Jackets de Columbus. Il avait été repêché au premier tour pour cette raison-là. Il avait un excellent début de saison dans la KHL. Et Borikov, je te dirais que tu le regardes jouer, il n'y a pas nécessairement de qualité exceptionnelle. En fait, je fais attention, là, mais il est bon partout. C'est quelqu'un qui a un bon patin. C'est quelqu'un qui se travaille quand même fort. C'est quelqu'un qui est quand même intelligent. C'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu et tout ça. Par contre, c'est quelqu'un qui travaille très, très fort. Donc, je pense que quand tu es dans des matchs de saison, il va se démarquer, il va quand même avoir un impact et tout ça. Mais j'ai trouvé que dans les matchs, c'était plus intense. Et surtout en série, tu le sais, là, les genres de gars qui sont intenses et qui en donnent plus quand l'intensité augmente. Et là, c'était complètement fou. Il manque quand même un peu de force physique, mais il travaillait tellement fort qu'il trouvait une façon de devancer des gars qui ont déjà joué dans la LNH, de se retrouver devant le filet, d'avoir la fraction de seconde et de marquer. Ça, ces gars-là, ces gars de série-là, c'est souvent des genres de gars qui, justement, semblent ordinaires dans la saison. Tu arrives en série et puis paf, tout le monde les adore. Donc, Borikov, je le répète, à 19 ans, est quand même quelqu'un qui a trouvé une façon de se tailler une place régulière dans la KHL, l'une des meilleures ligues au monde. Il a l'âge, c'est pourquoi il est 66e, il est plus vieux quand même tout le monde, mais je me dis que c'est un pari très intéressant. Deuxième joueur, c'est Sam Lorella, défenseur gaucher qui joue dans la USHL. C'est un gars à sa 2e année d'admissibilité, mais attention, il est né en septembre. Il est né à peu près quelques jours à peine avant des Sean Aitchison et Malcolm Spence. Donc, tu pourrais dire que c'est un joueur à sa 2e année d'admissibilité, mais je le vois pratiquement pas comme ça parce qu'il était tellement jeune l'an dernier. Lui était dans le programme américain des moins de 18 ans l'an dernier. Il n'avait pas un grand rôle, mais je trouve qu'il y a eu une belle progression cette année. C'est quelqu'un qui bouge super bien la rondelle. C'est quelqu'un qui transporte bien la rondelle, a une excellente première passe. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de chaos. C'est pas pour rien qu'il a été nommé défenseur par excellence de la USHL. Le gabarit est quand même bon, 6 pieds 1 pouce, 187 livres, a été 4e meilleur pointeur chez les défenseurs avec 41 points. Je me dis que c'est pas mauvais de miser là-dessus. Il a un bon coup de patin, il a quand même un bon tir. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup les angles. Donc, peut-être que potentiellement, au sein d'un top 4, ça pourrait quand même être bon. Troisième joueur, c'est un Suédois, Theodor Alkvist, défenseur droitier qui joue pour Örebro. Et lui, on dirait que je vois du Jonas Brodin un petit peu en lui. Donc, c'est pas un gars spectaculaire. Je veux dire, allez pas regarder des séquences de Theodor Alkvist, vous allez être déçus, là. Mais c'est quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui bloque des tirs, qui est physique, même dans la SHL, même contre des hommes. Il a été très bon à ce niveau-là. Il a de l'exécution. Autant avec les hommes, autant dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, les passes étaient précises, les décisions étaient toujours bonnes. C'est pas un grand joueur offensif, il prend des décisions quand même simples en zone adverse, mais il est efficace et je me demande si au sein d'un top 4, tu sais, le 4e défenseur très défensif que tu peux placer avec un gars plus offensif, là, je pense que ça peut être une belle option. 4e, Nathan Quinn des Remparts de Québec. Donc, lui,
Le gabarit nuit, ça c'est évident, c'est pourquoi il est quand même un petit peu plus loin. Là. D'ailleurs, je n'ai pas donné mes rangs, là, mais par exemple, le Loria est 72e et Alvis tout juste derrière au 73e rang. Quinn est plus loin, 92e, le gabarit le fait glisser, mais c'est un gars qui est très jeune, né le 29 août 2007. Et il a eu une très, très belle progression de cette année. Il était un petit peu ordinaire au début de la saison, justement, perdait beaucoup de bagarres, mais ça s'est amélioré au point qu'il est devenu le premier joueur de centre des Remparts. Et c'est un gars qui est fougueux, puis qui est toujours capable d'aller se glisser entre la rondelle et le porteur de la rondelle. Toujours le long des rangs, puis il est hargneux, il a un excellent bâton. C'est un gars qui est très intelligent. Il lit beaucoup les jeux. Il est capable vraiment d'aller se glisser dans les zones dangereuses. Et par la suite, il peut te faire mal avec des passes. Quelqu'un qui est très intelligent à ce niveau-là. Mais il est capable de foncer au filet, aller chercher des retours, être capable de créer vraiment du chaos. Je le répète, il n'est pas gros. C'est pourquoi je l'ai 92e. Mais je pense qu'au 4 ou au 5e tour, Nathan Quinn, là, tu sais, les Remparts vont avoir une fichue bonne équipe. Là. On vient d'avoir tout un repêchage dans la LHJMQ avec des James Cantlebury, des Thomas Charbonneau et compagnie, là. Tu as des Maddox Dagenet dans l'équipe, tu as quand même beaucoup de talent. Là. Je le sauverais. Puis le fait qu'il ait été jeune et qu'il ait eu une belle progression, souvent, ça ne ment pas. Et le 5e, c'est un Québécois également, mais qui joue dans la WHL, Tommy Lafrenière. Lui, je l'aime beaucoup dans un potentiel peut-être de 3e ou de 4e trio. C'est un gars qui est rapide, c'est un gars qui est bon des avantages numériques parce qu'il est capable de mettre de la pression rapidement et il est intelligent. C'est quelqu'un qui a de la vitesse et là, par la suite, peut se créer des échappées, peut créer des chances de marquer. Belle progression également. Lui, il jouait sur le 3e trio au début de la saison. C'est amené avec Nathan Beam, notamment sur le premier trio à la fin. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui a une grande vision de jeu, de grande créativité, des jeux offensifs. Mais à un moment donné, pour un 3e, 4e trio, c'est quelqu'un de vitesse qui est capable de simplement aller en ligne droite et qui, en plus, travaille fort. Moi, je veux miser sur des gars comme ça. Donc, Tommy Lafrenière, qui, lui, en passant, est tout juste derrière Nathan Quinn dans ma liste, 93e. Intéressant, Marc. Ils vont 5 joueurs un peu plus obscurs qu'on a un peu entendu moins parler. Évidemment, à part les fans des Remparts de Québec ou de la LHJMQ en général. Mais quand même, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir, encore une fois, un peu plus d'informations sur des gars que vous connaissez peut-être un peu moins. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.